Donc, regardez des exemples d'EG. Donc ça, c'est un EG qui va montrer. Ça, c'est une activité de fond qui est tout à fait normale. D'accord. Sur laquelle va se greffer une activité paroxystique. On dit de décharge paroxystique. Regardez les d'installation brutale. D'accord. De fin brutale. Intéressant les deux hémisphères. Tout ce qui est impair, c'est gauche. Tout ce qui est pair, c'est droit. Donc c'est très facile de dire que c'est une épilepsie généralisée. Regardez l'exemple de tout à l'heure, ce qu'on appelle les point ends. Ce qu'on va faire, point ends, juste pour voir ce que point ends. Est-ce que vous arrivez à voir ça, c'est la pointe et ça, c'est l'end. Point ends. Regardez ça, c'est une pointe et ça, c'est l'end. Voilà. Ça, c'est plus facile. Donc, de voir c'est quoi une pointe. Regardez, point, end. Donc, une décharge généralisée d'éléments de point, end. Regardez ça. Ça, entre ici et ici, c'est une seconde. Donc, on va dire 1, 2, 3. Et ça a duré pendant environ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc vous allez mettre dans votre interprétation présence de décharge paroxystique. Intéressant, les deux hémisphères on dit synchrone. Synchrone, c'est bilatéral. Fait d'éléments pointus, point end, brutal, à raison de 3 Hz qui a duré 7 secondes en faveur d'une épilepsie absence. D'accord? Ça, c'est le tracé le plus typique de l'épilepsie absence. Ça, c'est également une décharge généralisée, mais en comparant ça, c'est une décharge faite d'éléments pointus. Il n'a pas de point end, mais c'est d'éléments pointus. D'accord? Toujours d'installation brutale, de fin brutale, en rapport avec une épilepsie généralisée. Regardez ici des éléments pointus. Ça, c'est une point end. Point end au niveau frontotemporal et frontocentral. Donc, vous avez des anomalies paroxystiques focalisées en frontal, en frontotemporal et en frontocentral. En frontal, frontotemporal et frontocentral. Donc, lorsque vous allez faire votre IRM, vous allez demander à votre radiologue, merci de nous faire une IRM, parce qu'on pense que le patient a une épilepsie focalisée, frontale, frontotemporale, frontocentrale. Lui, il va vous regarder à la loupe. Il ne va pas faire une IRM standard, mais c'est une IRM bien focalisée sur un territoire bien limité. La même chose, regardez ici. Ça, c'est une pointe. Point end, toujours en frontocentrale, en frontotemporale. Épilepsie partielle. Donc, on fait votre EG, soit un EG intercritique, soit un EG percritique. Dans les cas plus difficiles, on va faire l'enregistrement vidéo EG. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'agir d'une épilepsie symptomatique? On va demander un examen morphologique. L'intérêt de cet examen morphologique, c'est de montrer en évidence cette lésion corticale. D'accord? Et là, on va voir dans les étiologies que les lésions ils sont extrêmement variables. Regardez des exemples de l'IRM. Par exemple, ici, vous voyez cette image-là en cortical, en occipital, une autre lésion au niveau de la capsule interne qui est en hypocynéase sur les séquences de diffusion, ce qui est en faveur d'une cavernomatose. Donc c'est une malformation vasculaire, c'est des cavernomes, et regardez ce cavernome, il va irriter le cortex. Regardez cette lésion à ce niveau-là, pariétale postérieure, avec une double composante kystique
et charnu, entraînant une lésion, une irritation corticale en faveur d'une tumeur astrocytaire avec une double composante kystique et tissulaire. Une autre lésion à ce niveau-là, qui nous intéresse beaucoup au Maroc, c'est ce qu'on appelle la gliose temporale. Regardez, en comparant ce lobe temporal à ce niveau-là, par rapport à ce niveau-là, ici c'est plus atrophié. Il y a une petite atrophie, regardez ici, le volume global par rapport à là. Vous voyez une petite atrophie à ce niveau-là. Et vous avez un hypersignal, je ne sais pas, est-ce que ça passe? Ça passe? Non? Il faut le dire. Je suis interprète. Bon, je ne sais pas, mais on va voir comment vous donner les images. Mais vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça va passer? Ça passe un petit peu pour les gens qui sont en avant. Donc vous voyez à ce niveau-là, comparez ce lobe temporal avec celui-là, il y a une petite atrophie à ce niveau-là, et vous voyez une image, une hypersignal. Une image, au moins les gens qui sont devant, ils profitent. Les autres, vous allez voir, on vous donnera dans le cours l'image. Donc c'est pas parce que les gens de devant, ils voient, vous ne voyez pas, que vous allez faire la pagaille. Donc regardez cette image-là, on hypersignal au niveau de ce lobe temporal. Évidente. C'est ce qu'on appelle la gliose ou la sclérose mésio-temporale, qui est une cause, qui est la première cause des épilepsies temporales au Maroc, parce que survient suite à ce qu'on appelle les convulsions fébriles. Vous allez voir dans votre cours de pédiatrie un chapitre, vous l'avez eu, convulsions fébriles. Et la conséquence majeure et grave des convulsions fébriles, c'est que le patient va garder une épilepsie avec une sclérose mésio-temporale, ce qui donnera une épilepsie pharmacorésistante. D'accord? C'est des patients qui répondent à 1, 2, 3 médicaments antiépileptiques et parfois qui sont pharmacorésistantes et qu'on est obligé de les opérer. D'accord? Donc, ce qu'on appelle la gliose mésio-temporale. Parfois, vous avez des malformations corticales. Ici, je mets une image de paquet géré. Regardez les sillons corticaux. Ils sont profonds. Vous voyez ici à ce niveau-là, non? Ce sillon cortical, très profond. Avec parfois ce qu'on appelle une dysplasie corticale. Mais bref, l'IRM cérébral, il trouvera son indication lorsque vous pensez qu'il s'agit d'une épilepsie symptomatique. Si vous faites le diagnostic d'épilepsie idiopathique, on ne va pas demander d'IRM encéphalique. Tout à l'heure, on avait parlé des épilepsies pharmacorésistantes. On a dit qu'on a d'autres examens complémentaires qui vont permettre de délimiter ce foyer épileptogène. Ça, je vous fais grâce de cette partie-là. On peut faire ce qu'on appelle l'imagerie métabolique, la tomographie à émission de positron, la tomographie monophotonique. Mais bref, c'est des examens complémentaires qui vont permettre de délimiter le foyer épileptogène. Donc, on a vu la partie épidémiologie, la partie manifestation clinique, on a vu les examens complémentaires. Maintenant, c'est le diagnostic positif de l'épilepsie est un diagnostic clinique électrique. Pour la partie clinique, il faut que le patient expérimente plusieurs crises épileptiques. Ces crises épileptiques doivent être tout d'abord stéréotypées. C'est des crises qui doivent commencer de façon brutale et brusque
et finir de façon brutale. C'est des crises qui doivent répondre à une logique anatomique. C'est des crises qui doivent correspondre à une description bien connue. Parce que on vous a cité tout. Ça veut dire même si vous avez des crises stéréotypées, bref, mais c'est des choses bizarres, il faut pas accepter le diagnostic et facilement le diagnostic d'une crise épileptique. Et puis, donc on a des stéréotypés, début brutal, fin brutal, répondant à une description particulière, et puis répondant à une logique anatomique. On a bien expliqué la logique anatomique, c'est la propagation de la décharge paroxystique hypothétique. On suppose que la décharge électrique, il a suivi tel trajet pour atteindre tel endroit. Il faut qu'il y ait un continuum anatomique logique. Ce n'est pas possible qu'un vient vous faire des crises épileptiques avec des clonies du membre supérieur droit, avec des clonies en même temps du membre inférieur gauche. Ça, c'est pas possible parce que ça sous-entend que la crise se propage de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, donc il faut qu'il y ait une perte de connaissance. Et puis, ça se propage de la partie externe du cortex frontal gauche à la partie interne du frontal, face interne du frontal droit. Entre les deux, il faudrait qu'il y ait d'autres symptômes. Donc, la propagation de la crise, la décharge, doit répondre à une logique anatomique. Donc, ces éléments, ils permettent de définir la crise épileptique clinique. Par la suite, vous allez faire votre EEG, qui va permettre de confirmer définitivement votre diagnostic d'épilepsie. Je me répète, si vous avez un EEG pathologique avec une épilepsie clinique, ça c'est le cas clinique le plus facile, vous êtes très à l'aise. Je me répète toujours, si vous avez une clinique typique avec un EEG normal, il ne faut pas que vous soyez dérangé, vous prenez en charge votre patient. À la rigueur, si ça persiste un peu, si un peu de doute persiste, vous demandez de la vidéo EEG. Mais si vous avez une clinique douteuse, avec un EEG douteux, normal, ne traitez pas, prenez votre temps pour hospitaliser votre patient, pour refaire l'anamnèse avec la famille, redemander des enregistrements vidéo et proposer de la vidéo EEG. D'accord? Donc l'élément capital, la normalité de l'EEG n'exclut pas le diagnostic de l'épilepsie si vous êtes face à une épilepsie, une description typique. Les examens complémentaires, notamment l'IRM, il trouvera son intérêt lorsque vous pensez qu'il s'agit bien d'une épilepsie symptomatique. On arrive au diagnostic différentiel. Premier diagnostic différentiel à retenir, c'est lorsque vous avez une crise généralisée tonico-clonique. Il y a une perte de connaissance et des mouvements tonico-cloniques. On a ce qu'on appelle les syncopes, qui se définissent par une perte de connaissance transitoire. Mais parce que dans certaines syncopes qu'on qualifie de syncopes convulsivants, ça veut dire pendant le moment de syncope, le patient va faire une crise épileptique tonico-clonique, qu'il devient très difficile de voir le point de départ. Est-ce que finalement c'est une crise épileptique qui doit être traitée par un neurologue ou une crise syncope qui se complique par une crise tonico-clonique suite à une hypoxie cérébrale? D'accord? Donc c'est pour ça qu'on demande à nos patients, lorsqu'on fait le diagnostic d'épilepsie, on cherche la notion de tachycardie paroxystique, la sensation d'évanouissement, l'antécédent d'atteinte cardiaque, est-ce qu'il n'y a pas des cas familiaux, d'accord? Et puis, l'intérêt de l'EEG avec le vidéo-EEG. Parce qu'au départ, lorsque le patient perd conscience, dans la crise syncope, l'EEG va être tout à fait normal. Alors que dans la crise généralisée tonico-clonique, l'EEG est d'emblée pathologique, même dans la période de perte de connaissance. Donc syncope convulsivant. Dans les crises partielles,
On peut évoquer, mais ça reste toujours hypothétique, parce qu'en réalité, le diagnostic est très facile. On peut évoquer un accident ischémique transitoire. C'est quelqu'un qui va faire des crises partielles, gustatives. Tu peux dire que est-ce qu'il n'a pas fait un AIT. Mais la répétition des crises, c'est pas possible qu'on va faire beaucoup d'AIT. D'accord? La même chose, la migraine avec aura. Le fait d'avoir un aura visuel peut supposer ou faire penser à une épilepsie temporale ou occipitale. Mais toujours la présence de céphalée, la répétition va redresser le diagnostic. Les attaques de panique, vous allez voir dans le cours de 5e année en pathologie psychiatrique, ce qu'on appelle les attaques de panique, c'est des crises d'angoisse, d'accord, sans objet définissable, avec une tachycardie, une oppression thoracique, une tendance à la fuite, d'accord? Mais lorsque vous interrogez le patient, il va vous rapporter l'élément de peur qui est derrière tout ça. C'est une peur inexpliquée, une peur de mourir, point de départ. C'est une peur. Le patient, il est tout à fait normal. Je peux imaginer un enseignant en train de faire le cours. Je vais être obsédé par l'idée que je vais mourir à ce moment-là. Ça, c'est même si vous vous rassemblez tous, me dire non monsieur, tu ne vas pas mourir, mais dans ma tête, j'ai l'extrême conviction que je vais mourir. Donc ça donnera un cortège de troubles psychosomatiques, parce que la peur, c'est une décharge d'adrénaline, adrénergique. Je vais avoir de la tachycardie, les sueurs, la dyspnée, l'oppression thoracique. C'est toujours l'anamnèse, puisque le point de départ, c'est cette peur. Et puis le jet, lorsque vous allez faire le jet, elle va être tout à fait normale. Donc les attaques de panique, ils posent un réel diagnostic différentiel avec les épilepsies temporales. Parce que dans les épilepsies temporales, on a dit l'oppression thoracique, la sensation de peur, la même chose. La tachycardie. Et puis, le troisième grand diagnostic différentiel, c'est les crises psychosomatiques, ou ce qu'on appelle les conversions hystériques, ou ce qu'on appelle les crises fonctionnelles. Croyez-moi, il nous arrive dans pas mal de cas d'hospitaliser des malades pendant plusieurs jours, de faire le EEG, de faire le vidéo-EEG et finalement de discuter est-ce que réellement c'est une crise épileptique ou c'est une crise fonctionnelle. Parce que, premier niveau de difficulté, il se peut que votre patient fasse les deux types de crises. On a dans certains types des malades qui vont nous faire les deux types de crises. Et des crises partielles, et des crises organiques, épileptiques, et des crises fonctionnelles. Donc c'est par malchance. Vous tombez sur les crises fonctionnelles, vous allez retenir à tort le diagnostic d'épilepsie. C'est le premier niveau de difficulté. Le deuxième niveau de difficulté, dans les crises fonctionnelles, généralement il y a un caractère théâtral, d'agitation, ce qui rend la faisabilité de l'EEG très difficile. Déjà la patiente, le contact est très difficile. Une fois il a sa crise, il va s'agiter. Donc on vous dit l'EEG, il va régler le problème, mais revenons à la pratique clinique, ce n'est pas toujours faisable. C'est-à-dire, en début de la crise, la patiente déjà il est agitée. Ce n'est pas toujours facile d'avoir un EEG. Donc, faites attention, des crises fonctionnelles, parfois, ils posent un réel problème de diagnostic. Plusieurs hospitalisations. Parfois, il y a des gens, je me souviens d'un patient, lorsqu'on était sur Marrakech, d'une patiente que chaque fois il fait une crise, il va perdre sa conscience, une période de conscience, avec des vomissements importants, à tel point que chaque fois, à chaque crise, il va avoir des hématémèses importants. D'accord? Donc vous dites, crise fonctionnelle, c'est pas possible que ça va déclencher des hématémèses, tellement il va, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, il va irriter son estomac, à tel point qu'on va avoir des hématémèses. Mais tellement on l'a enregistré plusieurs fois,
pour nous médecins, c'était facile de dire finalement c'est une crise fonctionnelle. Parce que il a fait des crises devant nous, et il était casqué, il n'y avait rien. Mais le fait qu'il fait des hématémèses, pour lesquels parfois il est hospitalisé en réanimation, rend le mot fonctionnel pas réel. Il y a des gens qui parfois, pendant leur crise fonctionnelle, ils peuvent se traumatiser et se faire traumatiser de façon très grave. Donc vous dites, comment ça se fait? C'est pas possible. Une crise fonctionnelle, il va se faire traumatiser de telle façon, c'est pas possible. Donc le terme, on ne vous dit pas ça dans un but académique, mais on vous dit comme étant un diagnostic réel de crise fonctionnelle. Les personnes qui voient les charlatans, les guérisseurs traditionnels, c'est principalement, une bonne partie parmi eux, c'est des épilepsies temporales. Donc des épilepsies temporales avec des troubles, une oppression thoracique, sensation de peur. Ça renvoie dans notre imaginaire social marocain à tout ce qui est sorcellerie. Et vous allez faire votre EEG, va être tout à fait normal. Il faut vraiment tomber sur un bon médecin, un épileptologue, qui va hospitaliser ce malade, qui va croire au patient, va l'enregistrer pour plusieurs fois, pour tomber finalement sur la corrélation entre crise épileptique et anomalie EEG. Donc, c'est un réel diagnostic différentiel. On ne le met pas comme ça pour le mettre. C'est un diagnostic différentiel de taille. Les étiologies des crises épileptiques, on a dit crise symptomatique, crise idiopathique et crise cryptogénique. Ce lot de pathologies, il faut savoir que la classification internationale des épilepsies et des syndromes épileptiques, ils changent souvent. Ils changent dans le sens. Plusieurs épilepsies qu'on croyait cryptogéniques, ils deviennent des épilepsies symptomatiques. Tout simplement par le développement des moyens d'imagerie. D'accord, il y en a beaucoup d'épilepsies qu'on croyait cryptogéniques maintenant et font partie des épilepsies symptomatiques. Regardez de façon simplifiée par rapport à l'âge. Chez l'enfant, nourrisson, petit enfant, vous avez les causes malformatives et les facteurs génétiques qui vont donner ce qu'on appelle les épilepsies généralisées symptomatiques et les épilepsies idiopathiques. Donc le prochain cours, on va voir les épilepsies généralisées symptomatiques, les épilepsies idiopathiques. Chez l'adulte jeune, c'est le traumatisme crânien, ce qu'on appelle les épilepsies partielles symptomatiques. Chez le sujet âgé, c'est l'épilepsie vasculaire qui vient en premier. Donc, par rapport aux épilepsies symptomatiques, vous avez les tumeurs cérébrales. Ils peuvent représenter 10 à 15%. Toute tumeur cérébrale, corticale, il peut être responsable d'une épilepsie. Les causes vasculaires, tout à l'heure, on a montré les lésions, le cavernum, les AVC ischémiques, AVC hémorragiques. Les causes traumatiques, une embarrure, une contusion, donnera une épilepsie. Les infections, les encéphalites, les méningo-encéphalites, les encéphalites virales, herpétiques. Les pays africains, la neurocysticose. Les causes toxiques, l'alcoolisme chronique. Les causes médicamenteuses, les psychotropes. Et les causes métaboliques, l'hypoglycémie, l'hyponatrémie, l'hypocalcémie. Mais ça ne donne pas l'épilepsie maladie, mais plutôt la crise épileptique ou une épilepsie accidentelle. Les anomalies de développement cortical et puis les facteurs génétiques. On s'arrête à ce niveau-là. La semaine prochaine, on va voir le syndrome épileptique.